Bienvenue dans le séminaire de restitution du projet Garantox. Garantox, ça veut dire gestion des adventistes toxiques dans l'alimentation pour les cultures régulières. Et c'est un projet qu'on va vous présenter qui a été conduit pendant 3 ans avec Unilette et Agrotransfert et qui a été soutenu par le CASDAR. Dans un premier temps, je vous rappelle quelques règles de fonctionnement de ce webinaire. Tout d'abord, je veux signaler que la présentation est enregistrée pour pouvoir ensuite être mise à la disposition des participants et du public sur les sites web des deux partenaires. Et donc, pour le moment, vos micros et vos caméras sont désactivés. Donc, nous ne pouvons communiquer avec vous que par le biais du chat. Et pour accéder au chat, normalement, dans Teams, vous avez une option questions-réponses qui vous permet de partager vos questions auxquelles on répondra lors de petites pauses, 3 pauses au cours des différentes parties de la présentation. On aura aussi, pour échanger avec vous, quelques sondages. Et donc, pour tester la fonctionnalité des sondages, on vous en a mis un exemple dans cette slide. Vous allez voir s'afficher un sondage soit sur votre écran Teams, soit dans votre barre de conversation. Et vous avez la possibilité de répondre à une des réponses suivantes à la question, ce que vous êtes venu chercher dans ce webinaire. Donc, voilà, c'est une question introductive pour tester la fonctionnalité des sondages. Donc, voilà, vous avez la possibilité de répondre que vous êtes venu chercher des connaissances sur les adventistes toxiques, des méthodes de gestion dans les parcelles, des résultats d'expérimentation en légumes ou autre chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez lancer votre réponse? Donc, au bout d'un certain temps, on va clore le sondage et vous verrez à ce moment-là s'afficher le résultat en pourcentage de réponses dans les différentes catégories. Voilà. Vous pouvez nous indiquer dans le chat éventuellement si ça fonctionne ou si ça pose des problèmes. Et donc, vous êtes majoritairement venu chercher des méthodes de gestion dans les parcelles, c'est bien ça? Très bien, mais nous allons tenter d'y répondre. Nous avons des éléments, en tout cas, à vous apporter. Vous êtes au bon endroit. Alors, vous avez déjà entendu les voix de 2 intervenantes. Donc, moi qui ai pris la parole en premier, je travaille à l'Unilette, je suis inscrite Poissy. Je suis responsable des programmes techniques de l'Unilette. Marie Flamand, je travaille à Agrotransfert Ressources et Territoires. Je suis chef de projet et difficultés des gestions adventistes. Et ensuite, vous aurez 2 autres intervenants qui ont plutôt été des chevilles ouvrières dans la phase opérationnelle du projet. Olivier Favaron, ingénieur régional Aquitaine pour l'Unilette, et Simon Brandris, ingénieur projet pour Agrotransfert. Il y aura donc 3 parties après un bref état des lieux pour dresser le contexte de ce projet. Il y aura 3 parties dans le déroulement du webinaire. Il y aura une pause qui est prévue pour se rafraîchir entre la 2e et la 3e partie. Et donc, chaque partie sera suivie d'une phase pour étudier les questions qui auront été sélectionnées dans le chat. La première partie pour développer la connaissance agronomique sur les adventistes toxiques. La deuxième pour modéliser l'effet des techniques culturelles sur ces adventistes toxiques. Et la troisième pour présenter les résultats d'expérimentation sur les leviers de réduction des herbicides en culture de pois et d'haricots. Donc, le contexte du projet Garantox. Il est à la fois réglementaire et puis agronomique.
Mais en tout état de cause, il s'est focalisé sur deux espèces d'adventices qui sont sous haute surveillance dans la filière de légumes transformés. Et sans rentrer très profondément sur les détails du pourquoi, du comment, il faut savoir que dans les cultures de légumes pour la transformation, ces deux adventices suscitent une attention particulière parce qu'elles contiennent des alcaloïdes qui sont potentiellement toxiques et qui ont aussi comme propriété d'être très hydrosolubles et stables lors des process alimentaires. Alors, les deux espèces, morelle noire et datura, ne sont pas concernées par les mêmes molécules d'alcaloïdes, même pas par les mêmes familles, malgré qu'elles appartiennent toutes les deux à la grande famille des Solanacées. La morelle noire est plutôt concernée par des alcaloïdes de type glycoalcaloïdes, pour lesquels actuellement il n'existe pas encore de réglementation, mais pour lesquels l'EFSA a récemment émis une recommandation de quantité acceptable, de quantité maximale d'ingestion acceptable dans les produits à base de pommes de terre, donc d'autres solanacées, mais cette fois-ci à but alimentaire. Donc cette dose maximum est de 1 mg par kilo de poids corporel par jour. Quant au datura, lui, il est concerné par une autre famille d'alcaloïdes, les alcaloïdes tropaniques, qui, eux, ont des propriétés de toxicité aiguë, alors variable, c'est très difficile d'établir des seuils, mais pour lesquels la recommandation et la dose aiguë d'ingestion correspond à 16 nanogrammes par kilo de poids corporel. Donc vous voyez tout de suite que la teneur seule recommandation d'ingestion par les populations, ça n'a rien à voir. On est sur un facteur de 60 000. De plus, comme je l'ai dit, sur les alcaloïdes tropaniques, il existe une réglementation européenne dans les matières premières et dans les denrées qui concerne essentiellement des céréales, des produits transformés à base de céréales, notamment des aliments pour bébés, et qui ont été, ces normes ont été rééditées récemment dans un règlement européen qui concerne l'ensemble des contaminants de la chaîne alimentaire. Pour ce qui concerne les légumes, il avait été recommandé par la Commission européenne en 2015 de mener une étude spécifique sur les légumineuses potagères fraîches, donc notamment les pois et les flageolets, pour reconnaître l'exposition des populations à ces toxines tropaniques, mais voilà, ça n'a pas été suivi matériellement par une réglementation. Du côté des glycoalcaloïdes, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a simplement un niveau indicatif pour diriger une étude d'exposition qui a été fixé pour l'alpha-solanine et l'alpha-chaconine d'exposition qui serait à surveiller à partir d'une contamination des denrées de l'ordre de 100 mg par kilo, ce qui est beaucoup plus élevé. De fait, il n'y a pas de réglementation pour les légumes en termes de teneur. En revanche, il y a tout de même des règles qui s'appliquent aux cultures légumières à travers notamment des décisions du CTCPA qui est le centre technique, un centre technique de la chaîne alimentaire. Donc, si on regarde les teneurs qui sont acceptées en termes qualitatifs dans les produits apertisés, ça va de 0,5 à 1% de matière végétale étrangère sur la masse nette dégoussée. Et il y a une réglementation, il y a une norme spécifique pour les baies de morelle dans les pois et les flageolets qui s'élève à une tolérance de 2 baies de morelle par kilo de produits apertisés. En revanche, il n'y a pas la même notion sur les produits surgelés
Et là, c'est une dose en nombre de fragments de matière végétale étrangère, supposée non toxique, qui s'applique. Et pas parce que la réglementation n'est pas extrêmement contraignante que la filière des légumes transformés n'a pas pris la mesure du risque d'exposition aux morceaux d'adventices toxiques. Et c'est pourquoi l'UNIMED, notamment, a contribué à de nombreuses publications pour diffuser des règles de bonne pratique d'hygiène, notamment concernant ces adventices. Le Datura, aujourd'hui, on considère qu'aucun Datura n'est pollué dans les parcelles de récolte de légumes. Et d'autres mesures sont recommandées, comme une visite régulière des parcelles, depuis la levée jusqu'à la récolte, avec identification de la flore adventice. Il est recommandé d'adapter le programme de désherbage en fonction de ces adventices. Et en cas de contamination par ces espèces préoccupantes comme le Datura, une épuration manuelle avec évacuation du déchet hors de la parcelle. Et dans les cas les plus infestés, absence de récolte des zones infestées et notification dans un registre parcellaire. Sur la morelle, on reste encore sur une question du lien entre la valeur de ce seuil de 2 morels par kilo et le risque sanitaire qui doit l'accompagner. C'est pourquoi, malgré tout, la filière, pour éviter toute contamination qui pourrait mettre en danger la santé du consommateur et à terme la confiance des consommateurs dans les légumes français, en témoigne un certain nombre de rappels de produits, que ce soit pour des intoxications réelles, heureusement qui ont été très rares, ou pour des rappels de qualité pour risque de contamination, de présence de blé, de morel dans les petits pois. La filière s'est engagée à mettre en œuvre toutes les démarches permettant d'aboutir à cette tolérance. Pourquoi la filière des légumes transformés est particulièrement exposée à des risques d'adventices toxiques? C'est parce que aussi bien les pois et les haricots sont des cultures relativement peu volumineuses, estivales, sensibles à la concurrence des mauvaises herbes, avec des intervalles larges, et la couverture du sol peut être relativement lente et donc donner la place à des émergences d'adventices. De plus, les pois et les haricots qui sont ensuite transformés et mis dans des boîtes ou dans des sachets de surgelés sont des éléments de petit calibre qui sont récoltés mécaniquement avec un dénettoyage par tri, par ventilation et par tri optique. Et ces récoltes sont souvent effectuées la nuit. Et comme ils sont verts et frais, il peut y avoir une confusion de forme et de couleur entre les légumes et des fragments d'adventices. C'est pourquoi la filière a une exigence très forte sur la propreté de la parcelle et on peut considérer que l'ensemble des producteurs est très concerné puisque à travers des bilans sanitaires réguliers, il est remonté que la maîtrise du poste désherbage n'est pas toujours jugée complètement satisfaisante, voire insatisfaisante dans 5% des parcelles de haricots et 0,4% des parcelles de petits pois, ce qui constitue un danger majeur qui a été bien pris en compte par la filière. C'est ce que je viens de dire. Donc, on voit qu'à travers les bilans sanitaires sur les adventices dans les pois et les haricots depuis plus de 5 ans, chaque année, il est enquêté le niveau de satisfaction des producteurs et des organisations de producteurs sur la gestion du poste désherbage. Et il remonte avec une forte variabilité que les surfaces concernées sont concernées par une présence potentielle de datura et de morel, constitue un vrai souci
pour la production, avec des impacts, heureusement, qui sont moyens. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, c'est correctement géré, mais on peut aboutir à des abandons, à des destructions pour cause de datura et morel de parcelles sur 50 hectares en moyenne par année. Ce qui fait que 0,4% des surfaces sont concernées par la problématique, ont finalement fait l'objet d'un abandon. Qui nous amène en fait aux questions que l'on a voulu explorer à travers le projet Garantox, avec une double exigence vis-à-vis des consommateurs. D'un côté, une sécurité sanitaire qui ne doit pas être mise en cause du fait des risques de contamination de la chaîne par des adventistes toxiques, ce qui implique une gestion au champ irréprochable de ce risque. Mais par ailleurs, une demande de pratiques agroécologiques limitant le recours aux herbicides de synthèse, alors que l'état de contamination des parcelles de légumes est hérité de tout un historique de pratiques, à la fois des pratiques en matière d'herbicides, et là on va commencer à percevoir l'effet de la réduction du nombre de matières actives disponibles au niveau de la rotation avec les grandes cultures, et d'autre part, les restrictions des conditions d'usage de ces substances en termes de grammage acceptable, et aussi l'utilisation de moyens alternatifs de désherbage qui sont assez développés. Par exemple, le binage est déjà assez développé en culture de haricots, mais du fait des écartements réduits en poids, beaucoup moins développé. Et donc, ça justifie le projet Garantox pour acquérir des références techniques et économiques sur les moyens alternatifs à mettre en place à l'échelle de la rotation. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé entre juin 2020 et mai 2023, qui a associé 2 partenaires, Unilet et Agrotransfert, et des opérations qui ont été menées dans les 3 bassins de production de légumes d'industrie, en Hauts-de-France, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, et dont les objectifs étaient de développer les connaissances agronomiques sur les adventistes toxiques, de construire et d'évaluer et d'expérimenter des leviers itinéraires techniques innovants intégrant des mesures préventives dans les systèmes de culture léguminée, afin de pouvoir limiter le recours aux herbicides, de favoriser les échanges entre filières, puisque plusieurs filières sont concernées à travers ces systèmes de culture, et enfin, favoriser l'appropriation des pratiques agroécologiques par les producteurs, les conseillers et les formateurs, ce webinaire en étant l'un des outils. Donc, nous allons maintenant commencer à aborder la présentation du projet et les principaux résultats en tant que tel. Alors, je vais commencer cette première partie. Donc, développer la connaissance agronomique sur les adventistes toxiques. La première chose qu'on a fait dans le cadre l'une des premières actions qu'on a menées dans le cadre du projet Garantox, c'est une enquête de perception pour comprendre quelle était la perception par les producteurs de légumes et par leurs conseillers du datura et de la morel principalement. Donc, on a fait une enquête en ligne. Cette enquête en ligne, elle a recueilli 205 réponses. 86% de ces réponses, c'était par des producteurs de légumes et 14% par des conseillers. La répartition des réponses, c'était pour 60% des réponses en région Hauts-de-France, pour 23% en région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et pour 16% en région Bretagne. Peut-être que c'était Bretagne et Pays également. Alors, d'abord, l'enquête commençait par demander aux personnes est-ce qu'ils avaient déjà observé cette plante, et là, on leur mettait une photo de la plante, donc de l'adventice, soit datura soit morel, dans leur parcelle. 65% des répondants disent avoir déjà rencontré du datura dans leur parcelle, ou si c'est des conseillers, suivre des parcelles qui ont du datura, et 89% disent avoir de la morel dans leur parcelle. Et ensuite, on leur demande, une fois à partir de cette photo, est-ce que vous savez nous dire quelle est cette plante? Et là, 97% nous disent oui, c'est du datura, et 87% nous disent oui, c'est de la morel. Ceux qui pour le datura
nous ont dit non, je ne sais pas quelle est cette plante. On leur a demandé, on leur a dit c'est du datura, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et là, on a 6 agriculteurs qui ont répondu ne jamais avoir entendu parler de datura. C'est à la fois peu et en même temps, au regard de la communication qui est faite sur le datura, voilà, ça montre qu'il faut continuer cette communication. 15% des agriculteurs ne savent donc pas identifier la morelle, malgré pour certains une présence dans la parcelle. Donc ça, effectivement, ça nous questionne aussi. Ils savent dire oui, j'en ai dans ma parcelle, mais pour autant, ils ne savent pas dire c'est de la morelle. Et puis, quand on leur demande leur inquiétude face à ces adventices en parcelle, on a 80% des répondants qui nous disent très inquiets d'avoir du datura dans leur parcelle, contre 20% seulement pour la morelle. Donc là, on voit une petite discordance entre le datura et la morelle de perception. Par rapport aux effets jugés négatifs, pour les 2 adventices, les effets jugés négatifs, si on les classe de cet effet, je le juge très important à peu important, le classement est dans le même ordre. C'est-à-dire que les effets très importants, c'est la contamination de la récolte, le déclassement de la parcelle et l'augmentation du stock semencier. Ensuite, important mais un petit peu moins, on a les conséquences pour la filière et l'image du produit. Et puis, moyennement important, la gêne à la récolte et le temps de travail. Par contre, pour la santé humaine, c'est là où, pour le datura, les répondants jugent que l'effet négatif pour la santé humaine est très important. La morelle, ils le jugent moyennement important. Et ensuite, autre différence, l'ordre est le même, mais c'est la proportion de répondants qui va effectivement varier en fonction des 2 adventices. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de répondants qui vont juger nos 3 effets, la contamination de la parcelle, déclassement et augmentation du stock, comme très importants, contre seulement donc 85 répondants pour la morelle. Donc, on a bien les mêmes effets majoritaires, mais pas dans les mêmes proportions. Dans la suite du questionnaire, on a interrogé les participants sur leur connaissance de la biologie de ces 2 adventices. On a utilisé 2 critères, la persistance des graines dans le sol et puis la période de levée préférentielle de l'adventice. Et on leur a demandé donc de nous dire, via une question à choix multiple, quelle était la persistance des graines dans le sol pour le datura, pour la morelle, et la période de levée préférentielle pour le datura et pour la morelle. Donc là, ce que vous voyez sur ce graphique, quand il y a marqué biologie oui, ça veut dire que les participants ont été capables de répondre juste aux 2 questions. Biologie moyen, ça veut dire qu'ils ont répondu juste à une des 2 questions. Et biologie non, ça veut dire qu'ils n'ont pas su répondre aux 2 questions. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on vise ces 2 éléments, seule la moitié des répondants connaissent ces données biologiques. Ensuite, on peut voir que le datura, il est un petit peu mieux connu que la morelle. On a 54% qui connaissent donc les 2 éléments de biologie contre 43% pour la morelle. Et ce que vous ne voyez pas sur le graphique, c'est parce que c'est une analyse un peu plus poussée, c'est que le niveau de connaissance, il est particulièrement élevé pour le datura dans le sud, Nouvelle-Aquitaine-Occitanie. Il est un peu moins pour les régions donc Hauts-de-France-Bretagne, ce qui se comprend par la présence de datura qui est plus forte dans les parcelles dans le sud-ouest. Donc là, cet élément, ça nous dit qu'on peut encore renforcer la diffusion des connaissances de la biologie sur ces 2 adventices. Et enfin, on a interrogé les participants sur les leviers qu'ils utilisaient pour gérer ces adventices toxiques et ceux qu'ils jugeaient efficaces. Alors, donc on les a interrogés sur le labour, le phosmis, le désherbage manuel, le désherbage chimique, le désherbage mécanique et d'autres leviers agronomiques autres. Donc on peut noter que pour le datura, le levier de gestion majoritaire, c'est le désherbage manuel. Là où pour la morelle, c'est le désherbage chimique. Déjà, c'est effectivement une information intéressante de se dire que la plupart des répondants jugent que ce qu'ils vont utiliser majoritairement quand il y a du datura dans la parcelle, c'est un désherbage manuel.
Ensuite, pareil, ça n'apparaît pas ici dans les graphiques, mais en région Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, là où il y a une pression adventice toxique qui est un peu plus forte, du coup, il y a une plus grande diversité de leviers qui sont mobilisés pour gérer ces adventices toxiques. Si on regarde en termes d'efficacité, on voit qu'il n'y a pas de levier unique qui apporte une très bonne satisfaction. À chaque fois, au mieux, si on regarde très satisfait, on est au mieux à 45-50%. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour le coup, si on est plutôt satisfait, effectivement, on va être sur le désherbage manuel, on est plutôt satisfait, le faux semis, on est également plutôt satisfait, ainsi que le désherbage chimique. Ça nous dit que, en fait, ça nous montre l'importance de combiner ces leviers pour arriver à une satisfaction des méthodes de maîtrise de cet adventice. Pour conclure sur cette enquête de perception, ce qu'on conclut, c'est que le datura, il est un peu mieux connu que la morelle, surtout en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Il suscite une forte inquiétude et plus d'importance vis-à-vis de ses effets négatifs. Mais ça nous questionne beaucoup par rapport au principal levier de gestion du datura, qui reste donc le désherbage manuel. Ce qu'on voit aussi, et ce qui du coup est très bien parce que c'est ce sur quoi on a travaillé pendant 3 ans, c'est qu'il y a des marges de manœuvre qui existent, déjà sur la connaissance de la biologie de ces deux adventices, et je vais juste après vous présenter des éléments de connaissance. Aussi sur des marges de manœuvre sur les leviers de gestion et leur efficacité combinée. On voit que donc on a quand même fortement recours au désherbage manuel, une efficacité des autres leviers qui est jugée moyenne. Donc là aussi, on a travaillé à apporter des réponses sur les leviers et leur efficacité. Et puis une objectivation du risque en parcelles légumières. On voit que pour les datura, on est très très vite inquiet. Pour la morelle, pas beaucoup. Est-ce que cette perception, elle est justifiée ou non? Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi travaillé et où on a donné des éléments, on a construit un petit outil qui permet d'objectiver ce risque. Voilà pour cette enquête de perception. J'enchaîne du coup en rentrant dans les premiers éléments, donc la connaissance sur la biologie des deux adventices. Alors tout d'abord, le datura. Donc le datura, si on prend déjà les conditions de germination. Alors le datura, il a une dormance primaire qui est relativement importante. Ça veut dire que quand les graines sont matures sur la plante mère et qu'elles tombent au sol, elles sont en dormance. Et pour lever cette dormance, c'est relativement compliqué. Ça contribue à la conservation des graines dans le sol sur un temps qui est assez long. Si on regarde la température de base du sol, qui est nécessaire pour que la graine de datura germe, c'est 10,4 degrés. Comparativement aux autres adventices, c'est relativement élevé. Et puis, le potentiel hydrique de base du datura, donc l'humidité du sol pour que la graine soit en capacité de germer, celle-là, on ne la connaît pas. Nous, dans le cadre d'un projet qu'on mène par ailleurs, on essaye de l'acquérir. C'est une donnée qui, pour l'instant, n'est pas connue. En termes de cycle de développement, la période préférentielle de levée, ça va être fin printemps. On va ensuite avoir une floraison qui va s'étaler de juillet à septembre et une maturation de septembre à novembre. La grosse particularité du datura, c'est ces levées qui sont plutôt échelonnées. Donc, il va y avoir des levées qui vont s'étaler de mi-printemps jusqu'à effectivement assez tard au printemps et début été. Et ça, en termes de gestion, on y reviendra après, ça pose des difficultés. De plus, il est possible pour des graines enfouies jusqu'à 15 cm de profondeur de réussir à lever. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, du coup, entraîne des difficultés de gestion. Dernier paramètre qui est important, la survie des graines dans le sol. Donc, on a un taux annuel de décroissance de 30%.
Ça veut dire que chaque année, on a 30% des graines, du stock de graines qui sont dans le sol qui ne seront plus viables. Ce taux annuel de décroissance, il est très faible par rapport si on des graminées comme le vulpin, on va être autour de 65-70%. Ça veut dire que les graines persistent très longtemps dans le sol. Et ça, c'est aussi très important à avoir en tête quand on souhaite gérer le datura en parcelle. Je passe à la morelle maintenant. Conditions de germination, une dormance primaire qui est peut-être tout petit peu moindre par rapport au datura, mais qui reste plutôt importante. Une température de base du sol pour la germination qui est de 11,5 degrés. Pareil, c'est une température qui est assez élevée. Et là, ici, on connaît le potentiel, on connaît donc le potentiel hydrique. Donc, on est à moins 0,89 mégapascal. Donc, c'est plutôt humide. Par exemple, si je vous le situe par rapport au vulpin, le vulpin, on va être à moins 1,5 mégapascal. Donc, en fait, plus on va être en négatif et plus on est capable de germer avec un sol sec, plus on va se rapprocher effectivement du coup de 1, plus il nous faut de l'humidité dans le sol pour pouvoir germer. Donc, la morelle, il lui faut plutôt beaucoup d'humidité dans le sol pour être en capacité de germer. En termes de cycle de développement, on est très très proche du datura. Donc, c'est pour ça que je vais le passer rapidement. Une maturation des graines qui peut avoir lieu plus tôt que le datura. Mais sinon, on est sur les mêmes périodes préférentielle de fin-printemps, floraison juillet-septembre, et donc maturation août-année. Les levées, elles sont plutôt groupées, contrairement au datura, et les graines, elles vont être en capacité de germer quand elles sont enfouies relativement superficiellement. Par contre, il y a un cycle de développement qui est rapide en conditions de stress. Et donc, la plante est capable de produire des graines, de produire beaucoup de graines en faisant un cycle court. Ça, c'est la particularité de la morelle. La survie des graines dans le sol, elle est relativement similaire au datura. Elle est encore un peu plus basse. On a un taux annuel de décroissance qui est de 25%. Donc, encore une fois, des graines qui vont se conserver très longtemps dans le sol. Maintenant, si je fais une petite synthèse de la biologie de ces deux adventices en essayant de les comparer un petit peu et de regarder ce que ça signifie en termes de lien avec les leviers de gestion. Donc, quelles sont les stratégies de survie de ces deux adventices? Déjà, tout d'abord, la viabilité des graines dans le sol. Les graines sont viables très, très longtemps dans le sol. Elles ont des températures de germination, en fait, elles ont des conditions de germination qui sont relativement restrictives. Il faut qu'il fasse chaud et il faut, en tout cas pour la morelle, on le sait, qu'il fasse humide. Et ça veut dire qu'elles ne vont pas germer facilement dans des conditions où elles ne pourront pas faire leur cycle de développement. Des dormances aussi relativement fortes. Et pour la morelle, une production de graines importante. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Je reviens un petit peu en arrière, pardon. Qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait une viabilité des graines dans le sol qui soit très longue? Ça signifie que le labour est peu efficace parce qu'on va enfouir les graines, mais elles vont très peu se dégrader. Et si on relaboure 3 à 4 ans après, on remonte en fait des graines qui sont encore viables. Le fait qu'il y ait une température de germination qui soit relativement élevée et qu'il y ait une dormance forte, ça signifie que faire du faux semis, c'est possible, mais que c'est relativement difficile de réussir à faire germer ces graines. Pour le datura, les levées échelonnées, ça rend difficile le désherbage, parce qu'on va faire du désherbage. En fait, il va y avoir des levées à des moments où le désherbage n'est plus actif. Et pour la morelle, c'est ces cycles courts qui font que ça peut poser des soucis de gestion parce qu'elle est en capacité de produire une production de graines importante sur un laps de temps qui est assez restreint. Voilà pour les éléments que je pouvais vous donner sur la biologie des adventices pour aider un peu à mieux comprendre en quoi cette biologie derrière, elle joue et elle est importante pour réussir à les gérer. Je passe la parole à Olivier. Merci.
Donc moi, je vais vous parler un peu plus de l'aspect toxicité des solanacées. À la base du projet, voilà, on a refait un petit point sur les travaux qui avaient déjà été menés, voir est-ce qu'on pouvait apporter des compléments ou voilà, faire des recherches complémentaires par rapport à ce qui avait déjà été fait. Donc on s'est basé au début sur une thèse de Régiro Gentienne sur la gravité des intoxications sur la nature des solanacées. Donc là, on a plusieurs solanacées, Datura belladone, de la pomme de terre, différentes morelles, morelle noire, morelle douce amère. Donc, de suite, ce qui tranche, c'est qu'on a le Datura qui est vraiment à part des autres solanacées. Dès qu'il y a une intoxication, elle est de gravité moyenne à forte, alors que par exemple, les morelles, dans la quasi-totalité des cas, on a des intoxications de gravité nulle. Il y a des essais qui ont déjà été menés, notamment par la DGAL, bon, ils datent un tout petit peu, mais sur le Datura. Donc là, l'objectif, ça avait été de réaliser des contaminations dirigées avec, en conserve, avec la fertilisation de 3 séries de 3 boîtes de conserve. Et dans chaque boîte, il y avait 3 modalités. Une modalité où le fragment de Datura qui était mis dans la boîte était une tige, donc 45 cm, une modalité avec de la capsule de Datura et une modalité sans Datura. Ensuite, donc, tout était apertisé, puis il y avait une ouverture des boîtes à 2 et 6 mois après la contamination avec une analyse de la scopolamine et de l'atropine. Donc, vous avez à droite sur les haricots et sur les jus d'égouttage un peu ce que ça donnait. Et du coup, on voit qu'on a des teneurs qui sont vraiment énormes en scopolamine et en atropine. Donc, vous avez avec la tige des contaminations qui sont moindres par rapport à la capsule, qui a un très fort pouvoir vraiment toxique. Et pour rappel, par rapport au début de la présentation, voilà, en baby food, on va être sur 1 microgramme par kilo en norme. Sur du maïs gras, on va être de l'ordre de 15 microgrammes par kilo. Bon, là, on est entre 25 et 1260 microgrammes par kilo. Donc, il y a un pouvoir toxique du Datura qui est extrêmement puissant. Pour compléter, donc, voilà, le même type d'essai avait été réalisé par le CTCPA. Donc, ça, c'est des données qui sont tirées d'un article qui est sorti dans Phytoma. Donc, pareil, avec des morceaux de Datura, vogue, des graines, des feuilles qui avaient été mises en contact avec des gousses de haricots, et plus par une contamination de type frottement, parce que le Datura, on l'a retenu tout à l'heure, toutes les parties de la plante sont toxiques, que ce soit les tiges, les feuilles, les jus, les bogues. Et ensuite, donc, ils ont réalisé des contaminations en simulant la présence de Datura à 1 plant pour 10 mètres carrés, 1 plant pour 100 mètres carrés ou 1 plant de Datura pour 1000 mètres carrés. Donc, il y a une contamination, les morceaux de Datura ont été retirés. Et sur les modalités, 1 plant de Datura par 10 mètres carrés et 1 plant de Datura par 100 mètres carrés, le taux d'alcaloïde était vraiment très supérieur pour le niveau de risque qui était identifié. Et une contamination qui était maximale au champ était estimée de l'ordre de 1 pied de daturé, 1 pied de Datura par 1000 mètres carrés. À savoir que pour le Datura, mais c'est le même cas aussi pour la morelle, il n'y a aucune destruction des propriétés toxiques des alcaloïdes pendant le process, que ce soit le surgelé ou dans ce cas-là pour la pertiser au moment du lavage, de la stérilisation, du stockage. Donc toute contamination qui est faite au champ, derrière va rester jusqu'à l'obtention du produit fini. Donc nous, en complément, on a réalisé dans le cadre de Garotox un essai de contamination dirigée sur morelle. L'objectif, c'était de répondre à la question, le niveau de toxicité, le niveau de norme à l'heure actuelle, c'est 2 B de morelle par kilogramme de poids. À quoi ça correspond en termes de toxicité? Donc, on a réalisé en 2020 des contaminations dirigées de 24 lots de petits pois surgelés avec des baies de morelle. Donc, on a eu plusieurs modalités avec un gradient de 2 baies vertes de morelle par kilogramme de poids à 16 baies vertes par kilogramme de poids. Nous avons réalisé des prélèvements en Haute-France, en Bretagne et dans le Sud-Ouest pour réaliser ces contaminations. Au moment des analyses, le laboratoire nous a fait un retour d'aucune détection de solanine dans nos échantillons.
C'était un tout petit peu surprenant. Du coup, en 2021, on a réalisé une analyse sur 500 grammes de baie de Morelle verte prélevée en Nouvelle-Aquitaine, et là encore, on n'a aucune détection de solène. Dans la bibliographie, la toxicité, elle est généralement référencée à partir de 10 baies de Morelle pour un humain. Donc là, bon, voilà, sur 500 grammes de baie de Morelle, c'est plusieurs centaines, voire milliers de baies de Morelle. L'explication sur laquelle on est pour l'instant, qui est issue de la bibliographie aussi, c'est qu'il y a une énorme diversité génétique des morels sur le territoire, ce qui peut induire des toxicités très variables, notamment des graines. Voilà, donc on va procéder au premier sondage, qui était de savoir, voilà, selon vous, en termes d'estimation, dans un champ de haricots au moment de la récolte, quelle présence de natura peut être considérée comme acceptable. Vous avez le choix entre 4 questions, 4 réponses d'un natura par mètre carré à un natura pour 10 mètres carrés. Je vais pas avoir accès aux réponses. Je vais savoir. Je vais fermer. Voilà, donc vous êtes les plus nombreux à répondre, donc un natura par hectare, 10 mètres carrés.